Avec la 4G Bouygues Télécom, retrouvez l'émission On refait le Mac. On refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, nous allons prendre le chemin de l'école. Tous les détails, c'est dans le sommaire. Le cartable numérique, un rêve pour bon nombre d'enseignants et d'élèves. Un songe qui a viré au cauchemar avec le plan informatique pour tous en France au milieu des années 80. Beaucoup pensaient que l'heure était enfin venue avec la présentation de l'iPad. La tablette tactile d'Apple, par sa simplicité d'usage, sa compacité et son large éventail de fonctionnalités, était perçue comme l'outil pédagogique du nouveau millénaire. Hélas, près de 4 ans après sa sortie, les écoles de France et de Navarre sont loin d'avoir adopté en masse des ardoises numériques. Alors, sommes-nous vraiment en retard par rapport à nos voisins européens ? Quels sont les freins qui peuvent expliquer que la tablettisation des écoles soit encore un vœu pieux ? Débat, on refait le Mac, épisode 163. Pourquoi l'iPad est privé d'école ? En Belgique, retrouvez On refait le Mac exclusivement sur Belgium iPhone à l'adresse belgium-iphone.lesoir.be, le premier site d'actualité iPhone-iPad en Belgique. Et désormais, retrouvez On refait le Mac au Québec exclusivement sur le site de Mac Québec à l'adresse macquebec.com, la communauté d'utilisateurs de produits Apple au Québec. Avec comme chroniqueur cette semaine, l'audience est un peu dissipée dans le studio de Studio 26. On commence par Paul Ronny, notre anthropologue du Mac et de l'association mo5.com. Bonjour Paul. Bonjour Olivier. Ça va bien ? Ça va et toi ? Oui, tu t'es plongé dans les archives du cartable numérique d'emo5.com ? C'est ça, et puis j'ai trouvé plein de petites choses. Ouais, il y a plein de choses à raconter, notamment le plan informatique pour tous, mais n'allons pas trop vite. Ici en plateau à mes côtés, un historique dont on refait le Mac. Il s'agit bien sûr de Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Alors tu disais qu'on était dissipé en plateau, mais c'est normal, si tu me parles d'école, je te ressortirai mes dossiers. Oui. Ça s'est très très mal passé quand même dans l'ensemble. Rassure-toi, moi aussi. Quand tu me parles d'école, voilà, moi, on va pas s'attarder. J'ai pas fini dans celle où j'avais commencé. Enfin bon voilà, mais tout ça n'existe pas. Mais on s'est bien rattrapé depuis. Oui, il faudra détruire ce podcast avant que mon fils soit en âge de le voir. Tout pareil. Et autre invité ce soir dans Refait le Mac, une tête connue dans le milieu Mac, puisqu'il a été longtemps journaliste, notamment à Feu, le magazine SVM Mac. Il s'agit de Marc Geoffroy de Smarttech. Bonjour Marc. Bonsoir Olivier. Alors Smarttech, c'est une société spécialisée dans l'éducation et dans les tableaux interactifs, notamment à destination des professeurs des écoles, des universités, voire des collèges ou des lycées. Tout à fait, le leader mondial des TBI, VPI pas encore, mais ça commence. Alors TBI, tableau interactif. Pardon, je vais faire de la vulgarisation, c'est vrai, tableau blanc interactif. On peut dire aussi tableau numérique interactif, qui ont commencé en 1991. Smart est la société qui a lancé le tout premier TNI. Donc tu es consultant en éducation, donc on peut dire que ces problématiques et ces enjeux du cartable numérique, tu les connais bien. Alors, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis un certain nombre d'années, effectivement. Bien, parfait. Donc, on va avoir une belle émission ce soir. Mais avant de parler du sujet principal, à savoir les enjeux du cartable numérique, on va revenir sur l'actualité de la semaine qui a été relativement riche, carrément calme, dirons-nous. Allez, voilà, plutôt. À commencer, Cédric, par l'arrivée, surprise, de la version iPad d'Office de Microsoft. C'est pas une surprise, c'est annoncé depuis longtemps, ça faisait près d'un an, je crois que Microsoft avait annoncé, vous inquiétez pas, nos outils bureautiques ont vocation à arriver sur toutes les plateformes et donc ils arriveront évidemment sur les plateformes iOS. Maintenant, on l'attendait depuis longtemps, c'est un carton, c'est un carton en termes de téléchargement, elles ont pris immédiatement les 3 premières places de l'App Store sur iPad. Rappelons qu'elles sont gratuites pour consulter. Ouais.
Donc c'est normal qu'elle soit... La version Reader Voilà. est gratuite, ce qui était déjà le cas d'ailleurs dans le monde PC à l'époque. Il faut être abonné à l'offre Office 365. 365 Ouais, donc pour pouvoir l'Office modifier sur le ses cloud. documents. Hein, c'est une centaine d'euros par an pour pouvoir modifier et enregistrer des documents. Donc il y a Word, Excel et PowerPoint. C'est tout. Non, C'est il déjà pas n'y a mal. plus Access et ce genre de choses. Non, je me demandais s'il y avait OneNote, parce que OneNote est quand même une application qui est vachement bien dans le monde PC et Mac d'ailleurs. Donc voilà, c'est formidable parce qu'on va pouvoir enfin ouvrir de manière native, tu vois, une présentation PowerPoint ou un tableau Excel, même si évidemment les passerelles existaient, soit avec les logiciels Apple d'un côté, soit avec les logiciels cloud de l'autre, comme Google Docs, notamment, ou évidemment. Une Keynote pour Apple. Maintenant, je sais pas, je pense que Microsoft aurait pu faire un petit effort et au moins avoir une sorte de lancement gratuit, bref, ou en donner un petit peu plus. C'est-à-dire le faire à la Google, te dire l'outil est gratuit, l'espace de stockage, lui, va être... Bon, le problème, c'est qu'ils se greffent sur un modèle qui est celui d'Office 365, qui est un modèle d'abonnement. Donc finalement, ils le font comme ça, c'est assez logique. Marc, Cédric disait que c'était pas vraiment une surprise. Moi, j'estime plutôt que c'est une surprise, qu'il y a quelques mois, il y a l'année dernière, Microsoft avait lancé la version iPhone de sa suite Office et pas la version iPad, cela réservant uniquement à ses propres tablettes Surface. Quelque part, de la part de Microsoft, c'est une manière de faire allégeance à l'iPad et une belle revanche de la part d'Apple sur Microsoft. En fait, moi, je trouve que historiquement, c'est intéressant parce que Microsoft a quand même démarré sur le Mac avec... Retour à la case départ. Oui, donc un retour à la case départ. Je trouve que c'est assez intéressant, ces cycles infinis qu'on retrouve dans l'informatique qui sont vraiment... Il y a eu des cycles, moi je me souviens, il y a très longtemps, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'étais allé à Redmond pour aller voir une nouvelle version d'Office et je me suis retrouvé dans l'avion avec la toute fraîchement nommée responsable des logiciels Mac chez Microsoft. La Business Unit Mac. Ouais, qui avait responsable pour la France. Qui avait un job pas facile quand même, en or, je sais pas, enfin qui était pas simple parce qu'il fallait aller à l'intérieur de Microsoft, pitcher le fait qu'il n'y avait pas que le PC dans la vie, ce qui n'était pas évident, mais ça avait fini par venir, je me souviens, après les premiers Internet Explorer, etc. Il y avait même des développeurs qui se baladaient chez Microsoft avec des t-shirts marqués I will make good Mac software. Quoi. Ouais. Sachant que Paul, il y a quelques années, quand Microsoft était rentré au capital d'Apple, ils avaient fait une publicité carrément où on voyait un tableau noir d'une classe, d'ailleurs pour revenir au sujet de l'émission, où on voyait un développeur de Microsoft qui écrivait sur le tableau « Je n'écrirai plus de mauvais programmes pour Mac ». Comme quoi Microsoft avait beaucoup à se faire pardonner. Oui, exactement, et ça depuis très longtemps. Oui, alors ta réaction à l'arrivée de ces applications majeures dans le monde de l'entreprise que sont Word, Excel et PowerPoint, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises. Est-ce que pour les utilisateurs lambda, ils ont l'embarras du choix et est-ce qu'il n'est pas un peu trop tard selon toi pour que cette version-là arrive sur iPad ? Non, je pense pas. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde et aussi pour les gens de mon âge, les étudiants parce que malgré tout, dans le milieu universitaire. Nous avons notre Canadam de l'émission, c'est Paul Rony, voilà, vous le savez, c'est son rôle. C'est méchant comme comparaison. C'est assez vilain comme comparaison. Mais il est très populaire, hein, mon cher. Paul Rony n'est pas un sombre connard. Je ne connais pas cette personne. Tu regardes les médias des jeunes. Ah bon, d'accord, je lirai les médias des jeunes. Donc, vas-y, Paul. On ne peut pas vraiment faire sans à l'université, même si maintenant avec Pages ou LibreOffice, on se débrouille. Il y a de plus en plus de tablettes autour de moi et même quelques Surface maintenant. Sans déconner. Sans rigoler. Ça se vend. Et je pense que ça va être, tout le monde va être très content, mais c'est vrai que les gens qui ont des iPads et des Mac maintenant, dès qu'ils le déballent, première chose qu'ils font, c'est installer Numbers, Keynote et Pages. Et maintenant qu'ils ont découvert la fameuse fonction exporter au format Word, je suis surtout depuis que c'est gratuit. Voilà, surtout depuis que c'est gratuit et je pense que le succès n'est pas assuré, mais je pense que c'est quand même une bonne nouvelle pour tout le monde. Ouais. La qualité d'image est vraiment super. Regardez, en HD ce soir avec la Hangout et notre ami Paul. Tu utilises bien la B-Box Mini de Bouygues Telecom, comme ici en studio, en région, on utilise également la même solution. Tout fonctionne bien. Tout marche nickel. Je regarde le nombre de barres. On a 4 barres à l'intérieur du studio ici à Boulogne, formidable. On continue. Peut-être que la proximité du siège social de Bouygues Télécom ainsi que de la tour TF1 a quelque chose à voir avec ça. En fait, on a tiré un câble entre la rue et... Je n'ai évidemment aucune opinion sur la question. L'autre fait de la semaine, pour ne pas être trop en retard d'emblée, c'est l'arrivée d'une passerelle multimédia
chez Amazon, l'équivalent d'Apple TV, ça s'appelle la Fire TV. Tiens, on va commencer par Paul, s'il y a le temps de regarder, parce que ça vient juste de tomber sur les téléscripteurs. Au moment où on enregistre cette émission, nous sommes mercredi soir et ça vient d'être annoncé aux États-Unis par les responsables d'Amazon. C'est pas mal. Je suis pas fan de la manette qui accompagne la boîte, enfin qui peut accompagner la boîte. Allons à l'essentiel, Paul. Commençons pas à partir dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Un ersatz Apple TV? C'est un copier-coller? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? C'est un concurrent, copie ersatz non, mais c'est un concurrent et ça sert à peu près aux mêmes choses avec quelques fonctionnalités en plus pour être honnête. Ouais. Donc un petit boîtier, alors que le Chromecast, lui, avait tendance à se cacher derrière la télé, comme sur la forme d'une clé HDMI qu'on branche derrière la télé, c'est ça. Là, c'est un boîtier qui représente à peu près le form factor de l'Apple TV, en fait. C'est à peu près la même taille et c'est pas mal. C'est pas mal. La force d'Amazon, c'est le contenu. Donc il lui fallait une passerelle de distribution sur le net pour pouvoir vendre du contenu autrement que matérialisé. Évidemment, le mode de distribution d'Amazon aux États-Unis est assez particulier. Ici, en France, si tu payes 49 € par an, tu deviens client premium, c'est-à-dire que tout ce que tu commandes va t'être livré le lendemain. Si tu fais la même chose aux États-Unis, tu deviens Amazon Prime. Et Amazon Prime, outre la livraison le lendemain, surtout, tu as tout à coup une espèce de Netflix gratuit inclus dans ta membership, où tu vas avoir accès à des dizaines de milliers de films, etc., etc. Ça fonctionnait déjà sur l'essentiel des plateformes, sur les tablettes, sur les PC, les Mac. Il manquait quand même une plateforme dédiée à la télé, ou alors ça voulait dire passer par l'existant, passer par les boîtiers Roku, passer par l'Apple TV, etc., et dépendre de quelqu'un d'autre. Et de tiers. À la taille où est Amazon aujourd'hui, je pense qu'ils en avaient assez de dépendre de qui que ce soit. Ils font leur propre tablette, ça fait combien de temps qu'on dit qu'un jour ils feront leur propre smartphone. Donc voilà, il était logique qu'ils fassent leur boîtier. Apparemment, moi je ne l'ai pas eu en main, j'ai vu comme toi, des images de la conf. La bonne surprise, c'est que le boîtier n'est pas sous-dimensionné techniquement. Il y a un bon gros processeur, double cœur ou quadricœur, je sais plus. Enfin, en tout cas, apparemment, ça va aller vite. Et ce sera une plateforme ouverte aux autres, puisqu'il y aura Netflix, il y aura Hulu, il y aura etc. Voilà, et apparemment, c'est assez ouvert sur les formats de vidéo qui sont gérés, ce qui n'est pas forcément le cas de l'Apple TV. Marc, ta réaction à l'arrivée de la Fire de chez TV, de chez Amazon. La force d'Amazon, et c'est lui qui a commencé à casser les prix des tablettes avec l'arrivée de la Kindle, il y a quelques Kindle Fire. Il y a quelques mois, quelques années déjà. On peut penser qu'il va lancer également une guerre des prix, parce que ce qui est important pour Amazon, c'est vendre le contenu plus que le matériel. Exactement. Il y a cette histoire de contenu qui est vraiment... en fait, qu'on retrouve tout le temps, qui est quelque chose de sous-jacent dans cette ère du numérique. Contenant, contenu sont liés. Moi, ce qui va m'intéresser énormément, c'est comment les enseignants vont réussir à détourner les usages. Parce qu'ils l'ont fait avec l'Apple TV, on va peut-être en dire deux mots. Vas-y. Donc détourner ce boîtier pour réussir à l'utiliser en classe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les classes, pour revenir au terme de l'émission et les enjeux du cartable numérique, on utilise Apple TV pour diffuser du contenu stocké dans les ordinateurs et dans les iPads des élèves. Donc à partir du moment où on a AirPlay, on peut streamer et diffuser ce qu'on a fait sur un iPad vers un vidéoprojecteur. Ouais. Et c'est ce que font déjà une bonne partie. Et pourquoi détourner? Parce que c'est pas forcément évident, parce que l'Apple TV ne mange pas tous les formats concrètement. Voilà. Donc typiquement. C'est ce qu'il vous reste à faire, monsieur Apple ou madame. si vous nous regardez. Oui, enfin. Tu vois, la grande relation d'amitié d'Apple avec les formats qui ne sont pas les siens. Oui, il préfère faire la promotion de formats qui sont les siens et qui sont vendus sur le store. QuickTime, ça lit du DivX? Non, toujours pas, 10 ans plus tard. Il faut Perian pour faire... I rest my case. Voilà, mais VLC, ça marche très bien. Alors revenons au thème principal de cette émission. Les enjeux du cartable numérique, c'est pas nouveau. En France, ça a commencé il y a des années, au milieu des années 80, Paul, avec le plan informatique pour tous. C'était sous le septennat de François Mitterrand, sous le gouvernement de Fabius à l'époque. Et c'était très très ambitieux déjà à l'époque. Près de presque 2 milliards l'investissement considérable, 2 milliards de francs. Donc 1,8 milliard pour du matériel. Et le reste en formation. Et le projet était très ambitieux et devait être fait très rapidement puisqu'il a été annoncé en 85 et tout devait être opérationnel à la rentrée d'après. Après, on sait que ça a été un demi-succès. On va pas parler d'échec, ce serait méchant. Parce que notamment les machines étaient déjà un petit peu dépassées. N'allons pas trop vite, Paul. Concrètement, l'ambition de gouvernement à l'époque, c'était d'informatiser, de numériser les écoles, faire entrer les ordinateurs dans les écoles. Il y a eu quelques plans auparavant, mais là, vraiment de manière massive. Toutes les écoles de France et de Navarre, que ce soit les écoles primaires, les collèges et lycées, se trouvaient équipés de salles informatiques, c'est ça, avec un réseau. C'est quelque chose d'assez développé pour l'époque et assez ambitieux.
Oui, c'est très ambitieux et très développé. Et ça se faisait dans un seul autre pays, c'était la Grande-Bretagne. Alors, c'est notre génération, hein, Cédric, Marc. Même plus en fait. Même plus, oui. Mais non, même plus, on n'était pas à l'école dans les années 80. Moi, j'étais à l'école dans les années 80, qu'est-ce que tu racontes? Quelle école? À l'école de... Voilà, j'étais au collège. J'étais au collège. Voilà, au collège, j'avais des salles informatiques. Alors, ce qui était différent à l'époque... Moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'enseignais. En plus, oh merde. Désolé, Marc. Oui, parce qu'on l'a pas dit, parce que tu as aussi une carrière d'enseignant. Ouais. Dans quelle matière tu étais? Moi, j'ai fait un peu de tout, mais à l'époque justement des MO5, j'ai enseigné l'informatique à l'école. Alors voilà, à l'époque, l'ambition, c'était de vulgariser l'outil informatique et pas forcément d'en faire un outil pédagogique. C'était de dire, on va créer une matière, qui est la matière informatique, avec des profs qui ont été recyclés pour devenir prof d'informatique. Excuse-moi du terme recyclé, mais c'est un peu le cas. Hein. C'est bien le recyclage. Ouais. Et donc l'idée, c'est de familiariser les plus jeunes à l'outil, mais pas forcément faire introduire l'ordinateur dans toutes les autres disciplines, comme on pourrait le faire aujourd'hui avec une tablette. Alors c'est un débat qui existe toujours aujourd'hui, qu'on retrouve encore aujourd'hui parmi les enseignants. On a un courant qui veut absolument faire passer l'informatique comme une matière au sein de l'éducation. Il y a d'ailleurs des cours d'informatique au niveau du secondaire. Ça existe depuis l'année dernière, si je ne me trompe. C'est une bonne idée, parce qu'en fait, finalement, on s'aperçoit qu'il y a des débouchés. Ça permet de développer un certain engouement ou une certaine passion, peut-être pour certains élèves qui s'y voient. Moi, je me souviens très bien que dans les années 80, c'était quelque chose qui me passionnait, par exemple. Alors, il y avait quoi à l'époque concrètement? Il y avait des cours de code, c'était le logo, hein, c'est ça à l'époque? C'était d'abord des cours de l'usage de l'informatique. C'était vraiment arriver à appréhender l'outil, à se servir d'un clavier, je ne parle même pas d'une souris. Oui, ça n'existait pas encore. Mais le stylet. Le stylet. Le stylet MO5 et Vidéo 7, évidemment. C'était vachement en avance. Il y avait un langage informatique d'ailleurs, qui était l'ESL, je crois bien, qui était... Il faut demander à l'archéologue. L'anthropologue, allô? Mais c'est pas ça, c'est qu'à l'époque, les ordinateurs étaient livrés avec pas grand-chose et avec un langage. Ouais, donc en gros, c'était l'époque bénie où quand tu faisais de la presse informatique, tu publiais des listings que les gens allaient recopier. Ouais, tu faisais un copier-coller en fait. Oui, un copier-coller très manuel. C'était copier. Les gens tapaient des milliers de C'était juste un copier, il n'y avait pas de coller en fait. De Tilt notamment qui faisait ça, ou des logiciels qui faisaient super bien ça à l'époque. Ça forçait un peu à apprendre à coder de manière, on va dire, rudimentaire, avec des langages qui eux aussi rudimentaires l'étaient. Ça, c'est évidemment totalement fini. Donc revenons à l'idée principale, donc familiariser l'usage de l'informatique, donner le goût du code aux plus jeunes. Ça reste d'actualité aujourd'hui. On sait que programmer, ce n'est pas forcément encore une matière à part entière dans les collèges ou les lycées aujourd'hui, et que les ingénieurs ou les futurs ingénieurs, lorsqu'ils arrivent dans des écoles de programmation, de développement ou dans des grandes écoles d'ingénieurs, ils ont plutôt appris sur le tas aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ce soit... Je ne suis pas sûr que ce soit l'idée initiale. Parce que l'idée initiale, de mémoire, c'était quand même très, très tourné vers du pédagogique. Beaucoup plus. Et c'est dû au fait que... Pour faire un outil pédagogique. Voilà. Mais ça n'a pas vraiment été transformé. Mais ça n'a pas été transformé. Alors, faire de l'ordinateur un outil pédagogique, parce qu'on s'appuyait justement, à l'époque, c'était l'Apple II, si je me rappelle bien, le Macintosh sortait à peine. Et l'idée, c'était le programme a démarré vraiment en 85. Dans les écoles, mais il a été initié un petit peu avant. Exactement. Et les scientifiques français utilisaient déjà l'Apple II, le Macintosh très rapidement. Il est arrivé très, très, très vite au CNRS, par exemple. Mais c'est vrai que dans les écoles, il y a eu ce plan qui a voulu essentiellement booster l'industrie française. Il y a eu donc une préférence nationale autour de marques. Très marquée. De marques nationales d'ailleurs, puisque Thomson était une entreprise nationalisée à l'époque. Il y avait Bull, il y avait Goupil également, Paul. Et puis Excelvision. Et c'était vraiment un rendez-vous manqué avec Apple, parce qu'Apple, comme le disait Marc à l'instant, était bien positionné également pour postuler, pour gagner et remporter ce marché colossal de plusieurs centaines de milliers de machines. Oui, et ils avaient même dit qu'ils installeraient la fameuse usine qui maintenant est à Cork en Irlande, en France, s'ils avaient gagné le marché. À l'époque, tu me disais avant de préparer cette émission, Marc, c'était donc Jean-Jacques Servan-Schreiber, donc les gens de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ouais, bon, bref, passons. Qui avait inventé et installé une espèce de gigantesque salle d'informatique au Palais de la Découverte à l'époque. Ouais. Et tout ça ne nous rajeunit pas un instant. Voilà. Même à côté, Joël de René est jeune, c'est ça on peut dire. Mais Joël de René est un jeune homme de 76 ans. Voilà. Ça, c'est pas... Toujours. Ouais. Et donc à l'époque, lui, il poussait plutôt, Paul, à l'adoption de l'Apple II.
et plus tard du Mac. Et malheureusement, pour Apple, ce n'est pas ce choix-là qui a été fait. Non, non du tout. Il fallait privilégier Thomson, qui à l'époque était dans une grande tourmente financière et qui venait de produire ses premiers micros. Et donc, on a choisi les micros nationaux, qui avaient malgré tout quelques qualités à faire valoir, notamment le nano-réseau, qui a été assez utile quand même, il me semble. Donc la capacité à créer un réseau, il faut expliquer un petit peu. Ouais, c'était ce qui n'est pas évident à l'époque pour un ordinateur. Voilà, ce qui n'était pas forcément accessible à tous les ordinateurs à l'époque. C'était une époque entièrement différente. C'est-à-dire que c'était l'époque de l'informatique avant la consolidation autour des grandes plateformes. C'est un peu comme si on parlait de l'automobile avant Ford aux États-Unis et Citroën en France. Voilà. C'était un peu comme l'époque où il y avait une centaine de constructeurs automobiles en France. C'est exactement quand tu disais l'autre pays qui s'était attelé à ça, c'était les Anglais. Oui, mais les Anglais aussi, ils avaient des champions nationaux à défendre. Ils avaient Auric, ils avaient Sinclair, Acorn, le BBC Micro, etc. Amstrad. Alan Martin Sugar. Mr. Sugar. Si tu nous entends, il est vivant encore, je vais aller vérifier. Je préfère Lord Sinclair. Lord Sinclair, c'est quand même la Spectrum, les années 80, tout un programme. Et le QL. Oui, Paul. Non, c'est juste une blague. Lord Sinclair est toujours en vie, il vient de se marier avec un mannequin de 33 ans. Oui, mais il n'a pas 33 ans. Quel homme. Il a 33 ans de plus qu'elle. Ah oui, d'accord. Quel talent. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, messieurs. Investissez dans l'informatique. Bref, tu disais, Cédric. Non, j'avais fini. En fait, on dit oui, ça aurait pu être Apple, etc. Mais à l'époque, on avait des champions nationaux. Ouais. On avait créé des choses. Alors évidemment, qu'avec le recul, on a dit c'est un peu le syndrome de la raclette. C'est-à-dire qu'on a dit c'est génial. Et puis après, mais à quoi ça sert ? Mais à quoi ça sert ? Bon, allez au placard. Mais voilà, c'était logique qu'on ait pris les décisions qu'on a prises au moment où on les a prises. Ça aurait été bizarre et extrêmement mal vécu. T'imagines, c'est l'époque où même Bull était puissant. Ouais. Oui, ça existait. Voilà, ça existait. Ça existe encore, Bull. À chaque fois que je dis Bull n'existe plus, je me prends des ça existe encore, mais c'est devenu une société de service. C'est devenu une société de service pour l'essentiel. Donc c'était logique. Voilà, c'est logique que ça soit fait comme ça. Alors quand tu as vu arriver les MO5, les TOS7, moi je sais que j'étais élève à ce moment-là. Je me dis mais attends, moi à la maison j'ai un Apple II ou un début de Mac ou un Atari ST, c'était pas forcément des machines qui étaient vachement en avance sur leur temps. C'est-à-dire que les machines sont arrivées, c'était déjà quasiment obsolète par rapport aux besoins du marché ? Alors, je ne sais pas si le côté technique est le plus intéressant. Je pense que l'impact maximal, c'est beaucoup plus sur les enseignants. Parce que ça a généré chez nous, en France, une génération complète d'enseignants. Il y avait une vraie appétence de la part des enseignants pour aller dans cette nouvelle matière, de découvrir cette nouvelle matière ? Non, il y a des gens qui ont fait des choses fabuleuses avec ce matériel-là. Je pense que le souci, c'est que ça a créé une sorte de traumatisme chez un certain nombre d'enseignants. Parce que ça n'a pas fonctionné. Parce que ça n'a pas fonctionné. Parce qu'ils se sont énormément investis. Et que... Peut-être aussi parce qu'on leur a fait miroiter des choses un peu extraordinaires et puis qu'ils n'ont pas forcément retrouvé ce qu'on leur avait annoncé. Et on le retrouve encore aujourd'hui. On a encore aujourd'hui des enseignants qui expliquent que finalement ils ont été un peu cassés par cette grande vague des années 80. Ouais. Ce qui explique que pendant les années qui ont suivi, il y a eu quand même des initiatives, bien sûr, dans différents pays, mais en France en tout cas, il n'y a pas eu un fort engouement et une forte volonté politique d'imposer un nouveau plan informatique. Aussi majeur que dans les années 80. C'est quelque chose qu'on voyait quasi uniquement au travers de l'équipement. La question, c'était de savoir, est-ce qu'il faut une salle informatique dans l'école ou est-ce qu'il faut un ordinateur par élève ? Alors que, c'était important d'avoir des crédits pour arriver à ce qu'au moins les écoles soient équipées. Mais je pense qu'on se posait beaucoup moins la question de qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de leur apprendre ? Est-ce qu'on leur apprend l'informatique, l'ordinateur, comme outil au service du reste de la pédagogie, ou est-ce qu'on est en train de vouloir leur apprendre l'appréhension de l'ordinateur, à la limite la bureautique, tu vois ce que je veux dire ? C'était plutôt le cas dans les années 90. Après, c'est plutôt la bureautique qu'on enseignait à l'école. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'après toute cette période... Excel et un petit peu de Turbo Pascal, quoi. Voilà, en gros, c'était ça. Après toute cette période où quand tu démarrais un ordinateur, tu tombais sur un basique et il fallait bien taper des lignes de code pour arriver à lui faire quelque chose, on est passé aux plateformes standards, les PC, les Mac et le reste, où tout à coup il y avait du logiciel. Donc la question était de savoir quel logiciel on va leur apprendre, qu'est-ce qu'on va leur mettre dans les mains, et est-ce que c'est juste au service de la sphère informatique ou de la connaissance de l'informatique, ou est-ce qu'on va, tu vois, après souviens-toi, les CD-ROM. Mais dans la réalité, Marc, c'était plutôt considéré comme encore une fois une matière. On allait en informatique pour apprendre à utiliser Excel ou Word ou faire un peu de programmation, mais il n'y avait pas encore forcément de grandes applications pédagogiques autour des ordinateurs dans les classes. C'était assez
assez rare, il faut bien l'avouer. En fait, c'est vrai qu'il y a un mouvement massif d'usages qui sont plus tournés sur de la suite bureautique. Il y a eu des grands contrats qui ont été signés par des constructeurs ou par des éditeurs en France, justement, dans fin des années 90 et puis dans les années 2000 d'ailleurs, essentiellement. Par contre, sur le volet pédagogique, ce qui a commencé réellement à poindre, c'est quand on s'est retrouvé avec des choses comme l'utilisation d'iPod. Dès 2003, en France, la France a été un des précurseurs dans l'utilisation de l'iPod en salle de classe pour des choses qui sont... Des labos de langue, par exemple, des choses comme ça? Pas seulement, mais par exemple, j'avais rencontré une enseignante qui les utilisait pour intégrer les enfants des gens du voyage dans sa salle de classe. C'est des élèves qui, en général, ne sociabilisent pas avec les autres petits élèves de la ville ou du village où les gens s'arrêtent pour 3 mois, en général, 3-4 mois, avant de repartir vers une autre destination. Et donc, ils n'apprennent pas à lire, ils n'apprennent pas à écrire, ils sont complètement déconnectés de l'éducation telle qu'on le conçoit en France. Paul, l'autre initiative à l'époque, si je me souviens bien, c'était l'arrivée chez Apple de la classe mobile. Tu t'en souviens de cette armoire remplie d'iBook et de MacBook? Oui, et ça n'a pas fait une grande percée chez nous, si je me rappelle bien. L'idée, c'est que l'enseignant arrive avec un caddie et bourré d'ordinateurs, c'est ça, et distribuer les ordinateurs aux élèves? Oui, et maintenant, ça existe toujours d'ailleurs, mais avec des MacBooks, et c'était exactement ce principe-là. Alors, il est arrivé en 2010 l'espoir à renaître au sein des enseignants et beaucoup de parents d'élèves qui voulaient que l'informatique soit, je dirais, un outil pédagogique à part entière avec l'arrivée des tablettes et de l'iPad. Pourquoi? Parce que l'iPad, c'est un produit quand même qui est beaucoup plus simple d'emploi, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants, qui étaient, c'est vrai, tu l'as dit Marc, un petit peu refroidis suite à l'échec du plan informatique pour tous. Apple a joué à fond cette carte-là, Paul, avec l'arrivée quelques années plus tard d'iBook Sautor en 2012, qui était l'outil qui permettait très simplement, Paul, de réaliser un livre numérique. Oui, c'était censé créer une vraie révolution dans le livre numérique. On pouvait dire au revoir à beaucoup de choses comme qui servaient à faire des livres de classe avant. C'était censé être très simple, très rapide. Et en fait, on n'a pas vu énormément de bouquins réellement utiliser ça. Moi, j'ai vu un très bel exemple, par contre, d'iBook Sautor. C'est un livre d'astronomie qui montre tout le potentiel du logiciel. Mais c'est vrai que ça n'a pas marché aussi fort que ce qu'espérait, je crois qu'à la présentation, c'était Eddie Q et Phil Schiller à l'époque. Ouais. Marc, à l'époque, justement, lors de cette fameuse keynote et la présentation d'iBook Sautor, Apple avait mis en avant un large éventail d'éditeurs de livres scolaires, de manuels scolaires, en disant voilà, ils vont adopter notre standard et proposer des livres scolaires au format de l'iPad. On peut vraiment dire que ça a été un raz-de-marée. Alors effectivement, c'est quelque chose que iBook Sautor, je pense, a été beaucoup plus utilisé par les enseignants, justement, pour créer des choses avec leurs élèves. À titre individuel. Co-construire des histoires, co-construire des livres éventuellement avec leurs élèves. Ça, c'est quelque chose qui s'est bien développé. En France, du côté des éditeurs, on a le manuel scolaire qui est habituellement l'outil qu'utilisent les enseignants pour pouvoir travailler avec leurs élèves en salle de classe. Et la plupart du temps, c'est vrai que les éditeurs ont eu du mal à appréhender comment il était possible de réussir dans le numérique avec les contenus dont ils disposent. C'est à mettre en parallèle avec ce que savent faire peut-être les anglo-saxons, les anglais en particulier. Ils n'ont pas forcément cette notion, cette industrie du manuel, du manuel scolaire. Ils sont beaucoup plus sur des granules de contenu. Et donc du coup, ils n'ont pas cette nécessité d'être accrochés à un éditeur scolaire. Alors c'est amusant parce qu'actuellement, il y a un mouvement au Royaume-Uni qui est plutôt justement de se diriger vers le manuel scolaire, pendant qu'en France, les éditeurs cherchent à en sortir et à partir vers les granules justement. Alors quand moi j'ai vu personnellement arriver cette annonce, l'annonce de manuel scolaire, notamment Hachette pour la France et l'adoption du standard d'Apple, je m'attendais à ce que ça bascule. Surtout que pour les collectivités locales qui achètent en France, les mairies, les collèges, les mairies, les conseils généraux et les conseils régionaux, en fonction des différents niveaux, des ouvrages chaque année pour les élèves, ça coûte très cher parce qu'il y a des mises à jour. C'est une vraie valeur ajoutée. Parce qu'il y a juste à faire une mise à jour via iTunes pour un ouvrage. On matérialise très bien
la valeur ajoutée d'utiliser un iPad, et ça n'est pas arrivé. Comment on peut expliquer que les éditeurs n'aient pas adopté ce format-là ? Mais est-ce qu'il y a un vrai format pour l'instant ? En fait, je pense que c'est plus la question. Qu'est-ce que c'est que le format du manuel scolaire numérique aujourd'hui ? Aujourd'hui, à la rigueur, ce serait plutôt le PDF, quoi. Parce qu'il a le mérite d'être multiplateforme et que tu ne t'engages pas dans un truc où dans 3 ans, tu vas te dire je change de machine, la flûte, ça ne marche plus. Donc c'est toujours le problème. C'est-à-dire que les outils d'Apple sont merveilleux, mais tant que tu ne sors pas de la plateforme. Et là, quand tu sors de la plateforme, je pense qu'il y a un autre problème qui est plus économique, c'est que quand tu regardes le prix des manuels scolaires, particulièrement aux États-Unis, c'est un business extraordinaire. C'est un business absolument monstrueux. Et on gagne peut-être plus sur le papier que sur le numérique. Et voilà, c'est beaucoup plus dur à faire adopter, à faire suivre quand on a été habitué à un App Store avec des apps qui, à tout casser, sont à 4,99. Voilà. Tout à coup, si on te vend un livre et qu'on te dit c'est $180, même si c'est exactement le même prix que le papier, tu vas dire attendez, c'est pas possible, vous me demandez un truc iPad, ça peut pas coûter ce prix-là. Okay. Donc je pense qu'il y a un problème. Il y a eu beaucoup d'ambition de la part d'Apple, vous l'aurez compris, de tous les constructeurs de tablettes, beaucoup d'espoir également, et puis il n'y a pas eu grand-chose, si ce n'est quelques initiatives locales, plus ou moins médiatisées. C'est le cas, Marc, en Corrèze, du Conseil général de la Corrèze, qui a acheté pas mal d'iPads pour ses élèves, près de, je cherche le chiffre, pour 2500 collégiens et 800 enseignants. Alors, ça servait à quoi concrètement, ces iPads ? Est-ce qu'encore une fois, c'est un coup de pub que fait un politique au niveau local, ou il y a une vraie approche pédagogique en disant voilà pourquoi on utilise cet objet-là plutôt qu'un autre ? Alors déjà, c'était vraisemblablement, ça a été vraisemblablement une excellente idée. Déjà, c'était un programme qui existait au préalable sous la forme de netbook, qui étaient des ordinateurs. Des ordinateurs qui étaient distribués aux 2500 collégiens dont on vient de parler. Et puis d'un seul coup, il y a eu cette idée de la part du Conseil général et de l'Éducation nationale également, puisque le Centre départemental de documentation pédagogique s'est investi également dans cette idée, dans ce programme, d'avoir... Alors l'idée de déployer auprès des collégiens et en même temps auprès des enseignants. Oui, c'est important. Ce qui est très très important, c'est pas forcément quelque chose qui est réfléchi partout en France. Donc voilà, ça déjà c'est une grosse étape. Et puis en plus de ça, alors il y a eu un pilotage du projet qui a été réalisé au niveau du Conseil général, d'une part, et puis d'autre part au niveau du CDDP et puis de l'administration de l'éducation nationale locale. Il y a eu une vraie recherche de mise en avant de ressources qui soient utilisables sur ces tablettes. Donc on l'a beaucoup jugé, en disant, dans un premier temps, en parlant de l'iPad comme étant beaucoup plus un outil de consommation de ressources. Et dans les faits, on s'aperçoit au fil des mois qui passent, au fil des années maintenant, puisque ce programme commence à avoir un petit peu de bouteille, on s'aperçoit qu'en fait, la production sur un iPad, c'est quelque chose de très important et on réussit à le faire. C'est là qu'il y a une bascule en fait, qui intervient, qui est vraiment centrale dans l'éducation, c'est que quand on engage les élèves, quand on leur demande de faire quelque chose, alors sur un iPad, on peut imaginer leur faire faire, je parle tout à l'heure d'un livre, mais on peut très bien imaginer faire un film, on peut très bien imaginer demander à des élèves de préparer une pièce de théâtre, on peut leur demander vraiment tout un tas de choses. Et au-delà, lorsque simplement écouter, suivre une leçon d'histoire, c'est toujours plus agréable d'avoir quelques extraits vidéo plutôt que une légende d'une photo. Mais on voit bien qu'il y a eu des initiatives locales qui ont été menées, qu'il y a eu de l'ambition au niveau local, mais il n'y a pas eu un déploiement, une prise en compte, je veux dire, au niveau de nos dirigeants et des différents gouvernements qui sont succédés depuis le lancement de l'iPad, pour faire de cet objet, ou de la tablette en général, vraiment un enjeu politique fort et une généralisation forte. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux avec toi ce soir et dire, voilà, en France, on est en avance, on est en retard par rapport à d'autres pays européens notamment. Alors en France, on est très nettement, par rapport à l'ensemble des pays européens, on est vraiment dans la partie, je dirais, basse du peloton, à l'arrière vraiment du peloton. Les pays du Nord sont très très avancés. Les pays du Nord de l'Europe, donc Royaume-Uni, pays scandinaves, etc. Les pays du centre de l'Europe ont déjà bien avancé également. Alors quand tu dis avancé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a eu une impulsion politique et l'achat massif de matériel qui a été fourni aux élèves ? Très grosse impulsion politique, par exemple en Angleterre, avec des plans de plusieurs milliards de livres qui ont été débloqués sur année après année, pendant un certain nombre d'années depuis les années 2000.
Très grosse implication de la part des collectivités dans le nord de l'Europe, au Danemark, si on prend cet exemple-là, on se retrouve avec des salles de classe qui sont équipées, dans mon domaine, des tableaux blancs interactifs, de plus de 1 tableau par classe, donc de plusieurs tableaux dans la même salle de classe. Alors, il existe quelques salles de classe qui sont équipées de cette manière-là en France, mais on les compte sur les doigts d'une main, en fait. Qu'en est-il de ton côté, Paul, puisqu'on a la chance d'avoir un étudiant dans l'équipe de Refait le Mac désormais, puisque tu vas encore à la fac, est-ce que l'outil pédagogique en tant que tablette ou ordinateur est une réalité dans les études que tu mènes, qui sont plutôt des études littéraires? Ah non, du tout. Non, du tout. Nous, malheureusement, pas encore. Je crois que ça va peut-être changer l'année prochaine, mais si tu veux, les PC de la bibliothèque sont sous Windows 98 et c'est ce qu'on a de plus moderne. Ouais. Mais par contre, c'est vrai qu'on a Apple on Campus et des réductions chez Dell aussi, donc il y a énormément. Enfin, tout le monde a son propre ordinateur ou sa tablette. Voilà, en clair, la tendance, c'est que l'étudiant ou le collégien ou le lycéen a tendance à s'équiper lui-même. Alors, il y a eu un marché qui a fait beaucoup de bruit récemment, qui a été lancé en Europe, c'est en Turquie, où l'État turc devait s'équiper de près de 10 millions de tablettes, donc un enjeu colossal. On a vu Tim Cook aller visiter, ce qui est plutôt rare, le président de la Turquie, je cherche son nom, Abdullah Gül, à vos souhaits. Et finalement, Marc, le choix s'est porté sur une marque locale, ça nous rappelle une autre histoire. Effectivement, c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais, une marque sous Android, donc c'est pas certes une marque locale, mais il y a quand même une belle capacité d'évolution avec les tablettes sous Android. Mais le gouvernement turc, la Turquie actuellement fait un énorme effort dans cette direction-là d'équipement numérique de ces classes. Ils l'ont fait avec les écrans interactifs ou avec les surfaces interactives. Ouais. Ils le font maintenant avec les tablettes. Je crois qu'ils ont vraiment compris et ils ont vraiment envie de rentrer dans le 21e siècle avec tous les outils en main. Alors, au-delà du reproche, de la préférence nationale qu'on peut éventuellement comprendre de la part de l'État turc par rapport à la marque Apple, il y a un reproche très concret, très technique qui a été fait à l'iPad, c'est l'absence de prise USB. Concrètement, est-ce que c'est un argument recevable? Et au-delà, quelles sont les forces d'Apple aujourd'hui sur ce marché avec l'iPad par rapport à la flopée de constructeurs de tablettes sous Android qui existent aujourd'hui et qui font front face à Apple? Alors, est-ce que le fait d'avoir une prise USB est réellement un avantage pour un élève ou un étudiant? J'en suis pas sûr. En tout cas, c'est un argument des constructeurs Android d'avoir une prise USB. Mais bon, la connectivité et l'extensivité, oui, bien sûr. Mais je peux le comprendre dans les conditions où, par exemple, tu es un prof et tu veux distribuer un document sur des clés USB. Enfin, parce que y a des moyens de déploiement. Moi, je me suis amusé. Il se trouve que j'ai eu à configurer 6 iPads. Ah oui. Oui, je te raconterai ma vie un peu plus tard. Mais et de fait, il y a un outil qui s'appelle l'Apple Configurator, c'est ça? Oui, pour les parcs. Qui est très puissant. Oui, alors ça marche bien quand tu t'appelles Paul Ronny. En fait, en gros, quand tu t'attends pas mal au début en disant alors c'est ça que je veux faire, tu le fais sur 1, ça marche, tu le fais sur 2, ça fait pas pareil, tu remets tes iPads à 0, tu recommences. Bref. Donc c'est vachement bien, c'est très puissant, mais c'est pas forcément fait. Je pense, tu vois, aux profs d'école primaire qui lui voudraient déployer des trucs sur une vingtaine d'iPads. C'est compliqué. Pas encore assez accessible à ton goût. On va en reparler parce que. On va en parler dans un instant. Disons qu'il y a du travail. On va en parler parce qu'il y a des solutions. Il y a des solutions qui arrivent. Non, mais d'où la simplicité de dire au moins ta tablette, elle lit tous les formats et elle a une prise USB. Alors ça va, je vais savoir faire. Il y a effectivement des arguments. Il y a des avancées. Tu peux nous en parler dans un instant, Marc. Mais avant, concrètement, quels sont les arguments en faveur de l'iPad aujourd'hui par rapport à ses concurrents qui pourraient justifier parce qu'en plus ça coûte un peu plus cher, il faut bien l'avouer, qu'une école, qu'une collectivité investisse plutôt dans la pomme croquée qu'un pétale coréen. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment... Ou chinois. Quand on est dans l'enseignement, je pense qu'il faut vraiment mettre de côté toutes les particularités techniques. Et je crois qu'il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on peut faire avec ces outils-là. Donc là, en l'occurrence, si on parle multimédia, si on parle créativité, création, c'est là-dessus qu'Apple réussit encore à se démarquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'iPad n'est pas seulement un instrument de consultation, c'est aussi un instrument de création, alors que dans le monde Windows ou Android, c'est pas encore aussi évident que ça? Il faut trouver les suites et les logiciels qui permettent ça arrive, Microsoft. Ouais. Je rigole. Non, mais
voilà, on fait pas de la bureautique. Enfin, en classe, pour réussir à passionner les élèves, il faut sortir du triptyque de la suite Office. Il faut réussir à rentrer beaucoup plus dans ce qui va les faire phosphorer, dans ce qui va les faire créer des choses qui vont leur permettre de maîtriser le langage, qui vont leur permettre d'écrire, qui vont leur permettre de penser. En fait, l'école, elle est là pour apprendre à penser, pour apprendre à apprendre. On n'est pas là pour stocker un maximum d'informations, comme si on le stockait dans un ordinateur, dans un disque dur. Donc il faut penser différemment et appréhender l'instrument de manière différente qu'un ordinateur classique. C'est toute la difficulté en fait pour les enseignants aujourd'hui, c'est de vraiment penser leur pédagogie en se disant qu'est-ce que je peux faire de cet outil et mettre de côté les caractéristiques techniques qui sont qui peuvent être intéressantes, mais juste pour faire ce qu'on a envie de faire avec. Alors avant d'aborder le dernier volet de cette émission qui va justement parler des freins et des actions possibles qui pourraient permettre l'émergence d'une vraie numérisation des écoles en France. Est-ce qu'on a une petite question du côté des internautes ? Paul, vu que ce soir Fanny n'est pas là, c'est toi qui officie en tant que vigie du web. Alors la première question, c'était Auralion qui l'a posée, c'était en combien de temps pensez-vous que cela va devenir la norme ? Sous-entendu le cartable numérique. Alors concrètement, est-ce que la tablette va vraiment s'imposer et remplacer les ouvrages classiques ? Le drame, c'est qu'on aurait posé la question. Aux États-Unis, c'est déjà un petit peu le cas. On aurait posé la question il y a 20 ans. C'est différent, le modèle pédagogique aux évidemment. États-Unis. Le modèle d'éducation, il est souvent payant là-bas. Mais bon, passons. Oui, Cédric, excuse-moi. Non, je disais, si on avait posé la question il y a 20 ans, on aurait dit dans moins de 10 ans. Ouais. Voilà, et on est là aujourd'hui. Alors, en fait, les conditions sont certainement réunies aujourd'hui pour qu'on parvienne à faire progresser très rapidement maintenant la salle de classe. C'est pas de la science-fiction, on a les objets devant nous qui peuvent apporter une valeur ajoutée. On a un certain nombre d'objets qui sont utilisables en salle de classe. On a le tableau. Je vous rappelle quand même que la salle de classe, depuis le XVIIe siècle, la craie. Ça reste quand même une surface verticale qui va permettre à l'enseignant de montrer quelque quelque surface. Oubliez. Mais voilà, une surface traditionnelle, en dur, avec une craie verticale, verte ou noire. Qui a fait d'ailleurs le bonheur des producteurs d'ardoise dans les siècles qui ont suivi. Ouais. Donc l'idée de l'ardoise, elle est là depuis un certain temps. On a maintenant. Ils n'ont rien inventé, hein. Les surfaces individuelles. Quand je dis ils n'ont rien inventé, c'est ça, bien sûr. Je parle de cette magnifique ardoise tactile. Le format, oui, c'est exactement ça. On a également l'outil numérique facile d'accès, donc que tout le monde comprend. Aujourd'hui, un grand-père, une grand-mère est capable d'utiliser ce type d'outil. Il manipule ça de manière naturelle. Il le manipule d'une manière naturelle. Quand on le met dans les mains d'un enfant très jeune, il va le manipuler aussi très rapidement. Ce qui est assez énervant d'ailleurs. Forcément. Ce qui peut l'être. Par contre, ce que fait l'école qu'on ne retrouve pas à la maison, c'est quand même que l'enseignant qui va être en mesure d'apporter, d'encadrer tout ça, d'expliquer comment l'utiliser, de diriger ses élèves et de leur donner un peu les voies pour décoder le numérique. Alors là, c'est là où tu sors ta casquette de smart, ou ton képi de smart tech. Il manquait en clair un objet qui permet une sorte d'ardoise géante pour l'enseignant qui permet de centraliser l'ensemble des travaux et le déporter sur le tableau de la classe. Et c'est là qu'intervient SmartTech avec des solutions interactives assez étonnantes. Ça fonctionne comme un iPad, c'est tactile. Ah ouais, donc on a un iPad géant, effectivement, qui mesure 2 mètres de... Donc c'est un écran ou la vidéoprojection, on a le choix. Alors voilà, donc en fait, Smart Technology couvre tout le spectre des surfaces interactives. On commence par le vidéoprojecteur interactif. On peut faire des surfaces de 2,50 m de diagonale, 2,55 m de diagonale, sur quasiment n'importe quel type de surface. Ça peut être un mur. Il y a des enseignants qui, dans des gymnases, utilisent ce type d'outils pour pouvoir repasser ce qu'ils ont fait avec leurs élèves. On a ensuite les TBI, on en a parlé tout à l'heure, tableau blanc interactif, qui vont être le cœur de ce que fait Smart Technology depuis les années 90. Tout premier TBI était d'ailleurs un écran tactile en fait. Ouais. Et puis on a donc... Avec le multipoint, un peu comme... Alors pas le tout premier, mais le multipoint est arrivé... donc l'usage aussi très accessible pour un enseignant. On n'a pas forcément besoin, je dirais, d'apprendre un manuel. Ça se fait de manière très, 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 très simple. Alors juste pour terminer, il y a aussi les écrans tactiles qui sont arrivés ces dernières années également. Et effectivement, le cœur du fonctionnement de ce type d'outil, c'est le logiciel. Et quand on parle de logiciel, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit donc le tactile au doigt
et pas avec un stylet. Pour pouvoir manipuler l'ordinateur qui est derrière l'écran. Alors ça peut être un Mac, ça peut être un PC, ça peut être un ordinateur sous Windows ou sous Linux, sur Mac ou sur PC d'ailleurs. Et donc la couche d'encre qui va permettre d'annoter absolument n'importe quelle application qu'on ouvre sur son ordinateur. Donc l'enseignant qui utilise déjà un Google Earth, par exemple. Moi, j'ai été prof d'histoire géo. Donc, un Google Earth qui va annoter pour pouvoir montrer la ville de Florence, plonger sur la ville de Florence, pouvoir faire des annotations pour montrer les rues, etc. Tout ça, ça se fait au travers de l'outil d'encre numérique qui permet de faire ces annotations. Et puis le dernier module qu'on fournit aussi avec ces outils-là, c'est le logiciel de l'enseignant qui va permettre de préparer le cours et surtout de réaliser, de générer les interactions avec les élèves dans la salle de classe. Alors, échanger des sujets, permettre à un élève de répondre sur sa tablette et que ça s'affiche à l'écran, des choses comme ça. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a fait avec un petit éditeur français qui s'appelle Calista. Qui est dirigé par un ancien d'Apple qui s'appelle Jean-François Joureau, qui a été un des tout premiers à développer l'utilisation de l'iPod en France, le podcasting. Et Monsieur X le connaît bien, mais il n'est pas là ce soir. Décidément. Et donc, Jean-François Joureau a déjà eu l'idée de faire un laboratoire de langue qui ne fonctionnait que sur Mac dans les années 2000. Et il a complètement porté son idée sur l'iPad. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un enseignant peut utiliser des contenus sur son TBI et les envoyer via Wi-Fi directement sur les iPads de ses élèves. L'élève voit le contenu apparaître sur son iPad, peut répondre aux questions, faire un doublage son sur une vidéo, répondre à un quiz, écouter une bande audio et puis remplir un texte à trous, etc. Tout ce genre de choses. Oui, plutôt l'éventail classique de ce qu'on demande aujourd'hui à un élève. Et à la fin de l'activité, excuse-moi de te couper, mais à la fin de l'activité, l'ensemble est rapatrié automatiquement, sans fil, sans que le prof ait rien à faire. Il n'y a pas besoin de ramasser les copies, c'est énorme. Exactement, c'est exactement ça. Alors pour répondre à Paul, et je me tourne vers lui, donc en clair, pour que la tablette numérique soit une réalité, il manquait la tablette, elle est arrivée en 2010. Il manquait une solution qui permette aux enseignants d'offrir une interactivité avec ses élèves, c'était le tableau blanc interactif. Ça émerge et ça monte en puissance, on l'a vu avec SmartTech. Et enfin, des solutions d'administration dont parlaient Cédric et Marc plus récemment pour pouvoir offrir également une interactivité, un échange entre le tableau et les tablettes. Est-ce que la réponse t'a convenu? Est-ce que tu as d'autres questions d'internautes sur Twitter? Moi, la réponse m'a tout à fait convaincu. Alors oui, il y a d'autres questions. Par contre, il y a eu pas mal de messages qui n'étaient pas des questions, donc je retrouve le fil. Vas-y, prends ton temps. Il y avait Nicolas Olivier, je suppose, qui dit, c'est un peu prématuré comme question, mais vous pensez-vous que le nouveau ministre va équiper les établissements et des enseignants intéressés? Alors, au moment où on enregistre, le nouveau gouvernement vient juste d'être nommé. Il y a donc un nouveau ministre de l'Éducation nationale, Benoît Hamon. On n'a pas vraiment de signe avant-coureur Allô. Alors, c'est moi, Monsieur Hamon. Il n'y a pas de signe pour le moment. Alors, il y a quand même un plan pour faire rentrer l'école dans le numérique qui a été lancé par Vincent Payon il y a maintenant 1 an et demi. L'ancien ministre, désormais, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Donc, il y a quand même une volonté politique au niveau national, même s'il n'y a pas forcément de moyens. Il y a eu plus de débats sur les rythmes scolaires concrètement que sur l'informatisation des classes. Voilà, on a plus parlé effectivement des rythmes scolaires que de l'informatisation des classes. Mais c'était plus l'idée, c'était vraisemblablement plus de pousser les contenus pour amener justement les classes à être équipées par les collectivités territoriales, parce qu'il y a ce problème qu'on a soulevé, Olivier. Enfin, problème, je ne sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, il y a une répartition des compétences. Décentralisation. C'est la décentralisation entre les collectivités territoriales qui équipent les classes et l'éducation nationale. 1982, Gaston Defferre. Quand même, faut pas déconner. On fait un peu vieux schnock. Non, mais l'éducation nationale qui, par contre, pousse les contenus ou pousse les ressources pour que les enseignants puissent les utiliser. Bien. Est-ce qu'on a une autre question Twitter pour terminer de ce côté-là et puis tu peux nous arrêter quand tu veux, Paul. Il y a Tanoukisan64 qui demande si on ne devrait pas carrément rendre ça obligatoire dès maintenant pour résorber le problème qui dure depuis assez longtemps des troubles musculo-squelettiques des jeunes élèves. Alors, pour traduire le trouble musculo-squelettique, est-ce qu'il sous-entend, comme c'est le cas de nos enfants, Marc, qu'il en a marre de voir ces gamins se balader avec 25 kilos de sacs sur le dos et d'ouvrages scolaires?
C'est vrai que c'est une réponse, la tablette. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore à l'heure du jour. Alors, on a listé brièvement, on l'a compris ce soir, pas mal de freins que constitue aujourd'hui l'adoption de la tablette et du cartable numérique. Il y en a d'autres. Est-ce qu'on peut penser que les freins peuvent venir, Marc, du côté des enseignants? Ils ont été échaudés, tu l'as dit, par l'échec de plan informatique pour tous. Est-ce qu'ils n'ont pas peur de la technologie aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas une réaction épidermique? Il y a une vraie évangélisation à faire de ce côté-là, selon toi, ou pas? On liste les freins ensemble. Les freins, il y avait donc quand même les freins, c'est dans la salle de classe, réussir à avoir l'ensemble des outils qui permettent le travail de groupe et le travail individuel. Ils ont sauté, on l'a dit tout à l'heure, donc normalement on est arrivé à peu près à un niveau de maturité. Il faut encore du réseau de l'ADSL dans les écoles, ce qui n'est pas forcément encore le cas. Il faut du bon réseau Wi-Fi, il faut effectivement un bon tuyau en sortie d'école ou d'établissement scolaire. Et Cédric, quand on dit Wi-Fi dans les écoles, on voit tout de suite les pancartes se lever en disant « Oh là là, alerte danger, principe de précaution ». Donc c'est pas évident. Grotesque, hein. C'est fumeux, c'est grotesque. Je ne sais même pas par où commencer. Disons juste que le mobile que tu as dans la poche, la norme GSM, c'est 2 watts. Le Wi-Fi que tu n'as pas dans la poche et sur lequel tu ne vas pas t'endormir le soir, c'est 100 milliwatts. C'est 100 milliwatts, donc c'est... oui, mais là, tu as le mobile quand même dedans. Oui, j'ai le mobile. Donc là, tu as 2 watts plus 20, peu importe. Mais c'est 100 000 watts, donc c'est 20 fois moins. Et on parle de choses qui... On est là dans la panique morale, c'est-à-dire dans la peur d'un truc qui est nouveau et qui donc pourrait être dangereux. Ça, rajouté à la peur des ondes, quand tu vois les conneries que les gens partagent sur Facebook, sur « Oh, regarde, si tu arroses tes plantes avec de l'eau qui est passée au micro-ondes, ça va les tuer. » Non, c'est une connerie. Comme tout le reste, pour l'essentiel. Donc voilà, c'est vraiment juste de la panique morale. C'est pour ça qu'il y a des bibliothèques où on éteint le Wi-Fi, ce qui est quand même la dernière des sornettes. Donc voilà. Bon, mais oui, de fait, il y a eu ça dans les écoles où on a dit « Vous vous rendez compte, mettre le Wi-Fi dans les écoles, ouais. » Oui, enfin, faut câbler des tablettes, c'est compliqué. Hein, vous n'êtes pas forcé de mettre un routeur fixé sur la tête de chaque élève. Vous voyez ce que vous pouvez, voilà, il y a des moyens de faire les choses. Et en plus, il y a des moyens quand on veut sortir du crétinisme absolu et de l'obscurantisme. On l'a lancé là. Et de l'obscurantisme moderne. Il y a des moyens de faire des mesures d'exposition, etc., qui pourront arriver peut-être à vous. En plus, c'est simple parce que le Wi-Fi c'est fixe. Autant le mobile, on dit ouais, mais il y a des gens, ils ont des values. Non, le Wi-Fi, tu peux le voir, il est là. Donc tu peux mesurer à la fois la qualité de ton signal et l'exposition au rayonnement électromagnétique. Honnêtement, c'est grotesque, quoi. Marc. Peut-être un autre frein quand même qui est important, je pense, c'est un changement de mentalité en termes pédagogiques. C'est beaucoup plus qu'est-ce que je fais avec mon ordinateur, avec ma tablette, avec mon TBI, avec ce que j'ai en fait dans les mains pour pouvoir faire des choses. Donc là, il y a d'excellents enseignants qui ont fait des choses assez fabuleuses, un peu dans tous ces domaines, que ce soit tableau, que ce soit tablette, que ce soit iPod, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une prise de conscience ou une motivation naturelle des enseignants de se diriger vers la numérisation des classes, vers les tablettes, des choses comme ça, mais quand elle y est, elle est très très forte. Il n'y a pas de juste milieu. Il faut leur montrer. Et souvent, ils manquent de moyens d'ailleurs, parce qu'ils doivent développer des choses, parce qu'ils inventent une nouvelle manière d'enseigner. Exactement. Mais je pense que c'est la meilleure méthode en fait. Et donc il y a une grosse question de partage derrière de ce qui a été fait, des réussites. Très souvent, bon, c'est peut-être pas à moi de dire ça, mais quand on se promène en France et qu'on voit les réussites qui sont faites par certains enseignants, on s'aperçoit qu'ils sont, j'allais dire, carrément brimés, entre guillemets, dans le sens où on ne les montre pas comme des exemples pour les autres enseignants. Du moins, c'est rare. Ça arrive, mais c'est rare. Et quand c'est fait, en général, c'est une grosse marque qui vient pour pouvoir montrer ce qui a été fait. Autrement, c'est... Donc il faut faire beaucoup de pédagogie au sein de l'éducation nationale. C'est quand même un beau paradoxe quelque part. Je pense que c'est en cours parce que justement l'université aussi est en train de prendre cette thématique-là en compte. Il y a les nouvelles écoles supérieures de pédagogie et d'éducation qui ont été créées l'année dernière et qui ont l'air de partir dans cette direction. Donc est-ce que ça va permettre au diesel d'accélérer ? Voilà, en tout cas, vous avez bien compris ce soir que tous les éléments du puzzle sont réunis pour faire en sorte que, je dirais, que le cartable numérique soit une réalité entre la tablette, les écrans interactifs, les moyens d'administration et simplement le talent des enseignants pour pouvoir produire des outils pédagogiques de première bourre.
Il y a qu'à. Donc on va attendre ça et observer de manière rigoureuse. On reviendra dans quelques mois sur ce sujet et tu reviendras en parler avec nous. Est-ce qu'on a une dernière question du côté de Twitter, Paul, peut-être, sur ce thème de la tablette? C'est une question un peu épineuse, mais il y a Cyril Guérard qui dit quid des élèves, sont-ils prêts? Je suis formateur en BTS avec une classe équipée et ils ne jouent pas le jeu. Alors je pense que c'est un autre facteur dont on ne peut pas éviter de parler. Ils jouent justement le jeu, vraiment. Ils sont sur Facebook en gros. Je crois que c'est ça le problème, effectivement. Je ne suis pas sûr que le frein de l'utilisation vienne des élèves, très honnêtement. Si on leur donne le choix entre les outils... Oui, je pense aussi. Mais Marc... Moi, je dirais, faut pas hésiter à détourner. En fait, c'est le grand détournement qu'il faut réussir à réaliser. Et ce grand détournement, c'est vrai qu'il demande aux enseignants de s'impliquer un petit peu. C'est un peu de temps, c'est un peu d'investissement personnel, étant donné que jusqu'à présent, ils n'étaient pas forcément accompagnés par leur propre... structure. Alors, dernier point, on dit souvent que ça la coûte très cher à la collectivité d'équiper les élèves en solutions numériques. Est-ce que ça coûte cher concrètement d'équiper une classe en tablette, en tableau interactif, en Wi-Fi, en accès au débit et en contenu ad hoc? Alors, on a un distributeur, en tant que marque, on est comme Apple, on a des distributeurs qui fournissent des solutions complètes sur le territoire. On a un distributeur parisien qui a commencé, qui est le tout premier à avoir essayé de faire une offre complète avec les tablettes, le système de rechargement et de synchronisation. On parlait de synchronisation tout à l'heure. Oui, il y a ça aussi. Ce système de synchronisation qui permet de synchroniser en simultané des dizaines, voire des centaines d'iPads, et donc de pousser sur les iPads le logiciel et le contenu. Bien sûr. Donc au même moment, sans perdre de temps, ce que ne font pas forcément justement les solutions dont on a parlé tout à l'heure. Le tableau, les logiciels qui vont avec, ces solutions-là, si on commence avec 8 iPads, on va dire, on va les retrouver aux alentours de 12-15 000 euros, quelque chose comme ça. Par classe. Par classe. Donc aujourd'hui, il y a une trentaine d'élèves par classe en moyenne. Sachant qu'on peut mutualiser une mallette de 8 iPads. Ça, c'est pour toutes les matières, c'est pas pour une matière. C'est pour toutes les matières, tout à fait. Et on monte pour 32 iPads un tableau, une mallette, etc. On doit monter vers les 25 000 euros, le double, je crois, quelque chose comme ça. Et ça, c'est périn pour toute la durée de la scolarité de l'élève. S'il est au collège, il le garde jusqu'en... S'il ne casse pas sa tablette. Pardon. Alors, jusqu'à la fin du collège, jusqu'en 3e. Quoi. Donc là, ça dépend des politiques locales. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certains hommes politiques qui font le choix, ou certains services d'éducation des collectivités locales qui font le choix d'équiper les élèves, et d'autres qui, en fait, mettent à disposition du matériel dans la salle de classe. Et donc, ça va être ce choix-là, qui est un choix, c'est vrai, qui peut être difficile dans certaines collectivités, qui va être à réaliser. Bon, on aura encore une fois la réponse dans les prochains mois. L'heure est venue de passer à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par Paul, qui est en duplex avec Hangout et en 4G, bien sûr. Alors, mon coup de cœur de cette semaine, c'est sûrement quelque chose qui va vous rappeler justement les années 80. C'est un livre... C'est sorti tout seul. C'est un livre sur Commodore et qui s'appelle Commodore, A Company on the Edge, et qui est juste... Sur Monsieur Tramiel, Jack Tramiel de son prénom? Pas que. Et justement, c'est très très large. Ça parle de Chuck Peddle, qui est l'inventeur d'un des plus beaux microprocesseurs du monde, qui s'appelle le 6502, qui était un ingénieur génial. Il y a que Paul Ronny pour te dire le plus beau microprocesseur du monde. 8 bits, Paul. Oui, exactement, 8 bits avec un jeu d'instruction qui était... On a compris, Paul. C'est grâce à ça qu'on a eu l'Apple II. Voilà. Clique pas sur Wikipédia, vas-y. Donc le bouquin est vachement bien fait et je vous promets un article très vite dessus sur mon blog. Et je recommande la lecture à tous ceux qui ont envie d'en apprendre plus sur Commodore et son histoire. Et Commodore, c'est bien sûr le plus célèbre, le Commodore 64 qui a marqué son temps... au milieu des années 80, et puis l'Amiga, et qui depuis, quand il s'est essayé au PC, a perdu son âme. Voilà, je ne vais pas tourner le couteau dans la plaie, mais voilà. Justement, juste une autre chose, il y a un super projet sur Indiegogo qui s'appelle Armiga 500, et c'est un mec qui propose de refaire des Amiga 500 sur base ARM, et ça a l'air assez génial. Ouais, et maintenant il faut les vendre.
Sachant que la marque Amiga existe toujours, hein, c'est vrai que... c'est grotesque, on les voit refaire surface de temps en temps dans des salons en Allemagne. On dit mais qu'est-ce que c'est? Très populaire en Allemagne parce qu'il y avait une usine en plus de Commodore en Allemagne. Bien sûr, et puis c'était l'époque Amiga contre Atari. Paul avait choisi son côté, lui c'était l'Amiga Forever. Non, juste pour vérifier si la liaison fonctionne encore. La 4G ne s'est pas bloqué, il faut que ça arrive au cerveau. Bien, tiens, un coup de cœur de ton côté, Cédric. J'en ai même deux. D'abord, le voilà. C'est avec ça que tu as joué pendant toute l'émission. Mais oui, parce que honnêtement, je l'ai reçu une demi-heure avant d'arriver dans ce studio, donc je voulais me familiariser. C'est le Nokia X. Oui. La vérité est ailleurs. Nokia X, c'est cette espèce d'OVNI qui est sorti à Barcelone, au salon de Barcelone, où on nous a dit Nokia va faire des smartphones sous Android. On a dit You can be serious. Eh bien si, ils étaient très sérieux, sauf que c'est Android, mais version Nokia, c'est un Android qui emprunterait, on va dire, aux valeurs de design de Windows Phone. Il faut le dire, c'est un téléphone simple, hein. Il coûte, je crois, 119 ou 139 €. En fait, c'est un téléphone pensé pour les gens qui migrent en venant du feature phone, enfin du téléphone de base. Smart. C'est un vrai smartphone de base, mais pas si de base que ça, parce qu'il y a des choses qui sont simplifiées, parce que pour faire un téléphone à ce prix-là, il faut bien arriver à tirer sur certaines specs. La photo, c'est 3 millions de pixels, ça fait de la 99 €, 50 €, 100 €. Je crois que c'est 119 ou 139. Sans abonnement. Sans abonnement, non, tu vas dans un magasin, tu mets 119 € sur le comptoir. Vu d'ici, le design et la qualité de fabrication semblent très honnêtes. Ah bah écoute, 432. Ah oui. Voilà. T'as cassé la table. Non mais c'est un Nokia. Tu vois ce que c'est du verre. L'attrait du Nokia, c'est ça. C'est que d'abord, tu sais que tu vas pas vraiment lui faire mal. Vas-y. Il a un deuxième attrait assez différent de ce qu'on trouve sur le reste du marché, c'est qu'il est à double SIM. Tu peux mettre 2 SIM à l'intérieur. C'est pas mal. Je pense qu'on est en train de trouver le téléphone justement pour les jeunes générations qui se demandent avec quoi ils seront équipés. Voilà, ça a un côté couteau suisse. Mais pourtant, l'essentiel est là. Tous les réseaux sociaux, les applications, parce que c'est Android, même si tu n'as pas le vrai Play Store, etc. Et puis, il y a un truc qui s'appelle Fastlane qui permet d'avoir accès à tes applications les plus souvent utilisées, à même un gestionnaire de stockage qui est vachement bien parce qu'il te permet d'avoir directement accès au stockage interne de la machine. Tu peux rajouter une carte micro SD, mais aussi à Dropbox, Google Drive, Box, etc. Voire même de faire une recherche de fichiers sur tous tes services en même temps. Bref, en termes de soft, t'es vraiment pas volé. Alors Nokia le décrit comme une sorte de stepping stone, comme une drogue d'appel pour amener les gens vers l'environnement Microsoft, parce que évidemment, tu as Skype, évidemment, tu as OneDrive. Les services cloud de Microsoft. Les services cloud, mais pas que. Donc voilà, je trouve que c'est une machine très honnête, avec une batterie interchangeable, dans un extérieur. Plutôt sympathique. Ouais, sympathique et puis résistant. Voilà le téléphone que tu n'hésiterais pas à mettre dans la poche, le sac et les mains d'un adolescent par exemple. La seule question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Microsoft n'a pas mis, puisque Nokia et Microsoft désormais, n'a pas mis directement Windows Phone plutôt que de faire ce... Parce qu'ils expliquent que pour arriver à ce niveau de prix, on a tiré sur les specs, et donc ils ne voudraient pas en surpromettre sur ce que permettrait Windows Phone là-dessus. En clair, ils ne veulent pas dégrader l'expérience telle qu'on la connaît sur les smartphones Nokia plus haut de gamme. Un Windows Phone qui correspondait à un haut de gamme il y a 2 ans ou 3 ans quand le premier Windows Phone est sorti à un prix comme celui-là. Personnellement, je ne comprends pas, mais je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité. Disons, quand tu regardes toute la gamme, tu peux te poser des questions. Quand tu regardes juste ce téléphone et son prix, tu te dis, par contre, il est plus sympathique. Là, il y a un marché. Ouais. En plus, je trouve le design à la fois simple et sympathique. Dans les pays émergents, certainement en plus. Le double SIM, c'est carrément une carte SIM. Ça va cartonner. Et puis, c'est toujours agréable d'avoir un nouveau Nokia dans les mains parce que quand même, en termes de design, d'ergonomie, de qualité des matériaux, il y a un truc qui fait que voilà, Nokia, c'est Nokia, quoi. Voilà. Deuxième coup de cœur. Oui, t'as un deuxième. J'en ai 2. C'est pas venu les mains vides. Ça se passe sur Kickstarter. On a Kickstarter qui doit en être à sa 330e imprimante 3D. Sinon, celle-là est différente. Elle s'appelle Foodini. Foodini, c'est comme le magicien, mais ça parle de nourriture. Foodini, c'est la première imprimante 3D spécialisée dans la nourriture. Non. Et quand tu vois la vidéo qui est en train de passer là, tu te demandes quand même à quoi ça sert. Apparemment, c'est une machine à imprimer en ketchup. Mais ça peut faire d'autres choses. Ça peut imprimer des pâtes. Ça imprime des choses que tu manges. Exactement. Donc, c'est toi qui as chargé les cartouches. C'est-à-dire qu'en gros, c'est toi qui as pris tes tomates, fait la purée, tu les as mis dans les cartouches, et après, tu regardes la machine en train d'imprimer un motif. Mais ça permet aussi de faire des pâtes, ça permet aussi de faire des gâteaux. Alors forcément, avec des formes géométriques absolument délirantes. Bon, j'ai un peu du mal à croire dans le modèle, d'autant que ça coûte quand
quand même $1000. Ah oui. Et que ça prend la machine d'une bonne grosse machine à expresso. Et il faut pas rater la cuisson. Il faut que ça puisse imprimer dans une assiette ou dans un plat. Donc forcément, ça prend. Et puis ça ne fait qu'une matière à la fois. Bon, je pense qu'il y a moyen. Je trouve le principe intéressant. J'aime bien le côté tu imprimes des gâteaux avec des formes absolument incroyables parce que ça, tu n'arriverais jamais à le faire à la main. Le côté je dessine au ketchup sur les pâtes, ça, je pense qu'on s'en passera. Mais si c'est votre truc, ça s'appelle Foodini et c'est sur Kickstarter. On va attendre que les tomates mûrissent. On va attendre que les tomates mûrissent. Paul Rony, il veut. Oui, bah oui. Merci Cédric. Parce qu'il mange que des pâtes. Quel est ton coup de cœur ce soir, Marc? Justement, je fais bien la cuisine. Marc, ton coup de cœur ce soir? Alors moi, je suis resté très éducation. En fait, mon coup de cœur, c'est jolicours.com. Jolicours.com, c'est un site qui génère automatiquement des fichiers utilisables par les enseignants, dans les petites classes plutôt, enseignement primaire. Vous sélectionnez les différentes figures que vous voulez étudier avec vos élèves, donc pour l'apprentissage des langues, mais pour l'apprentissage également justement des mots, etc. Et puis, le site génère automatiquement le PDF, si c'est pour un coloriage, le fichier notebook, si c'est pour être utilisé sur un tableau blanc interactif Smart, et donc le prof repart avec ça dans sa clé USB. Et ben voilà. On y revient. Wi-Fi. Et ben voilà. Il va donc pouvoir le réutiliser sur son iPad géant, sur son tableau blanc dans sa classe. Bien. Très bien, merci Marc. Jolicours.com. Jolicours. C'est franco-français, c'est français, c'est Auvergnat en plus. C'est vraiment le centre. Voilà, comme quoi on est capable de faire des choses intéressantes. Il y a de belles initiatives dans notre beau pays. De mon côté, c'est une solution d'audioconférence, certainement la meilleure solution en termes de qualité sonore. Ça s'appelle Voxit, ça marche aussi bien sur iOS, Android et désormais sur Mac. Ce qui est étonnant, c'est la spatialisation du son. En clair, si Cédric m'appelait avec cette solution d'audioconférence, il serait à ma gauche, le son viendrait de la gauche. Marc est devant moi, le son viendrait de face à moi. Donc l'idée, c'est vraiment d'optimiser la qualité du son dit, entre guillemets, HD. Et vraiment, on sent véritablement les différents intervenants. Il n'y a pas ce son métallique qu'on pourrait entendre dans un Skype ou autre. C'est vraiment remarquable. Je vous invite de l'essayer, surtout qu'elle est gratuite. Ça s'appelle Voxit et c'est français. Voilà, nous arrivons au terme. Oui, mais est-ce que ça fonctionne avec la Beatbox Mini? Non, assez de publicité, monsieur Ingrand. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez chaque semaine Paul Rony qui m'aide chaque semaine à préparer cette émission et également sur son blog, Paul, c'est bien ça, le blog? Oui. Ma Coffee Talk, ouais. Il faut que je m'y remette un peu là. Bien, à la semaine prochaine, Paul. Cédric, vous le retrouvez chaque semaine dans On refait le Mac. Et qu'est-ce qu'il y a donc au menu de plein écran dimanche prochain, 13h10 sur LCI? Très bien, le Forum Net Explorateur qui était la semaine dernière à Paris, toutes les innovations du monde entier, dans lesquelles il y avait des trucs incroyables comme imprimer de la peau en 3D pour les grands brûlés, la sucette numérique qui permet d'avoir du goût, enfin voilà, des trucs absolument ahurissants. Et rendez-vous dimanche sur LCI, 13h10. Un truc que j'adore, pour lequel j'ai déjà donné de l'argent sur Kickstarter avant même de savoir qu'il serait au palmarès, qui s'appelle Brick, qui est un peu l'équivalent de la Beatbox Mini, mais pour l'Afrique, qui est un modem 4G Wi-Fi avec batterie intégrée, mais alors là fait pour résister aux fluctuations du courant africain, à la situation de la connectivité là-bas. Pour la facture numérique, le 4G peut être une belle solution, notamment dans les pays émergents, effectivement. Ouais, enfin la 4G, ils y sont pas en. Justement, mais il faut déployer. Détail, le Nokia non plus, il n'y est pas encore à la 4G, il est à 3G aujourd'hui. Mais à ce prix-là, on va pas te faire. Il y a qu'il y ait des raisons, on va pas se plaindre non plus. Marc, vous le retrouvez bientôt, j'espère, dans On refait le Mac. Tu reviens quand tu veux. Il y a un petit site où on peut te retrouver, où tu fais encore des petits billets de blog comme autrefois, ou tu t'as totalement arrêté? Le temps m'étant très compté, c'est très difficile. Vous retrouverez. Tu as bien un compte Twitter, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je fais ça dans l'ombre. Je suis comme Monsieur X en fait. Ah d'accord. Monsieur X, il a tous les comptes partout, lui. Et tu connais. Et donc en fait, l'actualité pour moi, c'est Notebook 2014 qui sort dans 10 jours maintenant, 12 jours je crois. Mais qu'est-ce que c'est donc? Donc Notebook, Smart Notebook, c'est le logiciel qui est fourni avec les tableaux blancs interactifs. Et dans la prochaine version, vous utilisez des systèmes de boîtiers de réponse virtuels avec votre iPad directement dans la classe. Vous utilisez également des systèmes qui vous permettent d'annoter ce que fait le prof directement depuis la salle de classe. Je suis sûr qu'on pourrait installer un tableau interactif pour couper la chic aux intervenants sur Hangout quand ils sont trop longs. C'est tout à fait d'ici, tu te tais maintenant. C'est même déjà intégré à Hangout en fait. Voilà, mais ça enregistre, ça se fait. Merci Marc, tu reviens quand tu veux. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. Au revoir.